Ah, bah voilà une carte. Alors. Ta, 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 ta. Ah. Oh, mais ça me semble parfait tout ça. Ben oui, parce que pour ce nouveau numéro d'enquête de région, on va parler de gastronomie. Alors si là, il y a une carte, moi ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite le menu d'enquête de région. À tout de suite. Le bio et les circuits courts révolutionnent nos pratiques alimentaires. Ils changent aussi les méthodes des restaurateurs. On doit constamment jongler un petit peu et c'est ça qui est à la fois contraignant et à la fois un challenge constant, quoi. Elle avait complètement disparu du paysage. La truffe fait son grand retour dans le Berry. Je me suis mis à la truffe parce que j'avais cette parcelle qui était difficilement travaillable avec des engins agricoles. Et j'ai de la famille dans le Limousin et ils sont venus et quand ils ont vu mon sol, ils m'ont dit faut que tu fasses de la truffe. C'est un mets d'exception. L'un des meilleurs caviars est désormais produit en Sologne par une famille de pisciculteurs. Lorsqu'on a goûté ce caviar, on s'est regardé et on s'est dit mais ça nous rappelle les belles années du caviar iranien. Alors, qui dit gastronomie, dit bien entendu chef. Et on va aller rejoindre un chef et pas n'importe lequel. C'est Rémi Giraud. Bonjour Rémi. Bonjour Ça Denis. va Merci de nous accueillir ici. Oh, qu'est-ce que je dis là? L'art d'aimer selon Rémi. C'est mignon. Alors, faut En fait, préciser. c'est le nom de mon école et puis avec ces petits jeux de mots, ça reflète aussi un petit peu mon humour décalé. Très bien. Alors, Rémi, si je résume, parce que le monsieur, c'est pas n'importe qui dans la région, hein. Si je résume en 2 mots votre carrière, je vais dire 2 étoiles, 25 ans. 2 étoiles, 25 ans. Comment on fait? Enfin, 25 ans de 2 étoiles. 25 ans, 2 étoiles, voilà. Comment fait-on? Ben, je ne sais pas, puisque j'étais surtout pas destiné à faire de la gastronomie, puisque je suis issu de la restauration, entre guillemets, VRP. D'accord. Jamais travaillé dans un étoilé auparavant. Très bien. Bon, bah, ça vous a réussi apparemment. Est-ce que vous êtes locavore? Ah, tout à fait, locavore. Tout Ah. à fait. Et depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Parce que je sais que vous avez un regard maintenant sur la cuisine qui est un petit peu sur les plus de verre, de plantes, de légumes. Plus de végétal, absolument. végétal, Absolument. ouais. Déjà, c'est pour une action pour notre environnement, première chose, mais c'est aussi un besoin naturel puisque les protéines animales, avec l'âge aidant, on a un peu moins la nécessité de ces protéines-là. Et donc, vous comprenez bien, si vous mangez un petit peu de viande en fin de repas le soir et que vous avez un certain âge, la nuit va être plus difficile que quand vous avez 20 ans. Donc, Mais pourquoi il me c'est dit la ça? Pourquoi il me dit ça? Bon, alors justement, on va partir en Indre-et-Loire, où les maraîchers ont bien compris le système, en se disant, attention, dans la gastronomie, dans les tables, qu'elles soient grandes ou petites tables, on se retourne vers ces produits-là, on se retourne vers des nouveaux produits ou des produits anciens qu'on redécouvre. mais il y a un petit peu de tout. Il y a des produits anciens qu'on redécouvre. Bon, on ne va pas parler de l'image du topinambour durant Oui, les bien premières sûr. guerres, ça Ouais, c'est c'est ça. classique. Il y a toutes les racines qui sont des produits de saison pour l'hiver, qui étaient souvent boudés un petit peu. Et il y a aussi quand même une ribambelle, j'oserais dire, une ribambelle de légumes, mais qu'on a complètement oublié pour ne citer par exemple que la tête d'anguille. Eh bien voilà, tout simplement. Alors justement, on va regarder ce reportage où on va parler, bien entendu, de bio, de permaculture. Locavore, c'est un reportage de Luc Perrault et de Pascal Épée. Longtemps réservé à une élite, le bio s'impose chaque jour davantage dans notre assiette. Producteurs et restaurateurs redécouvrent peu à peu le goût pour les produits sains. Bio, biodynamie, circuit court, quels sont les effets de ces nouvelles pratiques agricoles dans les cuisines de nos chefs ? Éric Roy est maraîcher spécialisé dans les mini-légumes.
Et les chefs des plus grandes tables se les arrachent. Carottes, navets, panés, ils sont beaux, tendres et sains. C'est qu'ils font l'objet d'une attention extrême. Nos produits sont calibrés, triés, nettoyés, parés. Par exemple, vous voyez, ces petites feuilles, on prend le soin de les enlever avant de les expédier. De ce fait-là, le produit il peut être consommé intégralement, donc cru, cuit, toutes les utilisations sont possibles. Ça m'a fait évoluer moi aussi sur ma façon de faire parce que j'ai proposé un peu plus de feuillage qu'auparavant, parce que le cuisinier il utilisait le feuillage. Donc en fait c'est un cercle vertueux parce que tout le monde s'est hissé vers le haut. Cela fait déjà longtemps qu'Éric Roy élève ses légumes sans pesticides ni engrais chimiques. Mais il vient lui aussi de s'engager sur le chemin de la conversion vers le précieux label bio, une façon d'officialiser sa recherche de l'excellence. Voilà comment rendre un cuisinier heureux. À quelques centaines de mètres, toujours sur les terres limoneuses de Saint-Genoux, entre Cher et Loire. Les maraîchers bio de Lille y exploitent 2 hectares de légumes de plus grosse taille et totalement biologiques. Aujourd'hui, Sylvain le maraîcher reçoit la visite de Vincent, le chef cuisinier du restaurant Tourangeau, le QG. En ce moment, c'est quoi les choux? T'as quoi? Bruxelles? Chou de Bruxelles, chou blanc, chou rouge, il y a du chou frisé. Entre les 2 hommes, le contact est régulier. Le travail de l'un se nourrit du travail de l'autre. Si vous trouvez un morceau d'agneau à braiser avec ça, un pot de miel et des poires de terre et du persil qu'il y a juste à côté, vous avez un plat excellent. Tu veux essayer de goûter avec un petit morceau de terre? Avec un peu de terre en même temps? Voilà. C'est le terroir, tout. C'est le terroir. Je suis assez admiratif de tout ce qu'il fait et surtout de sa démarche de partir du produit brut à chaque fois dans tous les plats qu'il fait. Ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. L'idée du restaurant et de ma cuisine, c'est que c'est les fournisseurs qui font et qui me donnent les ingrédients pour faire mes plats, et non pas l'inverse. Tu veux essayer de cuisiner toute la tige? Ah. Hein? Bon. Bon bah Vincent, à vendredi. À vendredi au téléphone. Ça marche. Salut. On retrouve Vincent dans la cuisine de son restaurant. Premier geste du matin, la tournée des fournisseurs. Allô Thierry? Oui. Salut, ça va? Ouais. Est-ce que ça pêche? Non. Non? Bon, d'accord. J'avais des espoirs de faire du mulet ou du silure. Tu me rappelles quand tu as des petites pièces de silure? Ouais, ça marche. Particularité de ce fonctionnement, Vincent établit son menu du jour en fonction de ce qui est disponible chez ses fournisseurs et non sur commande. On doit constamment jongler un petit peu et c'est ça qui est à la fois contraignant et à la fois un challenge constant, quoi. J'ai quelqu'un en face avec qui je peux discuter et c'est vrai que ça guide la façon dont on travaille le produit et ça... Personnellement, ça me pousse à le respecter un peu plus. L'évolution par rapport à avant, c'est qu'on considérait qu'il y avait un très bon produit dans les établissements étoilés et gastronomie uniquement. Et je pense qu'aujourd'hui, la palette est beaucoup plus large, en fait. Et ça, c'est bien. Et ici, on se plaît dans le rôle de passeur. Je lui amène une assiette et qu'il y a des rutabagas, des épinards et des choux de Bruxelles, c'est intéressant de lui dire que ce sont des légumes frais qui ont été ramassés par notre maraîcher bio le matin et que Vincent a cuisiné pour l'occasion, par exemple. Amener un morceau d'échine qui paraît presque un peu rosé, si on arrive à placer notre fournisseur de cochons, éleveur de cochons en liberté sur Château-Renaud, on met aussi en avant, on a envie de transmettre des choses. Café-restaurant Le Court-Circuit, à Tours. Aujourd'hui, c'est jour de livraison. Une fois par mois, on les livre, en général. Tout ce qui est huile, farine, céréales et charcuterie. Bonjour. Bonjour. Tout bio et tout local, les produits apportés par la Tibiodère entrent pleinement dans la philosophie du lieu. Car ici, on se veut locavore et on est fier d'afficher en bonne place la liste détaillée des fournisseurs.
Ouvert il y a 2 ans et demi, le court-circuit n'est pas seulement un restaurant, c'est aussi un lieu d'expérimentation sociale. Quand on vient, on est au court-circuit. On n'est pas juste de simples salariés. Enfin, là, je ne suis pas en train de faire la cuisine, juste simplement de cuisiner. Je suis aussi en train d'utiliser des produits. Je sais d'où ils viennent, je sais qui les produit. Je connais ces personnes, ils me connaissent aussi. Et donc, il y a une vraie démarche globale, en fait. Le fait de consommer local, d'avoir que des produits locaux était une contrainte, mais était plutôt une vraie zone de liberté. Parce qu'en fait, on a une déclinaison de recettes. Enfin, je sais pas, on prend la lentille, par exemple. La lentille, on la décline en salade, en tartinade. On en a fait des tartes. On a mis ça dans des crumbles, par exemple. Le fait d'avoir finalement des produits, enfin, on en a quand même une diversité très large, mais pas tout accessible, et ben, ça a forcé la créativité. Les clients ont eux aussi une place particulière. Ils se servent, débarrassent, échangent, et c'est justement ce qu'ils apprécient. Le contact est facile avec les gens, on peut discuter avec eux de leur façon de travailler, de leurs producteurs, parce qu'ils les connaissent vraiment personnellement. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une dimension humaine en plus de la restauration. Le lieu s'est rapidement enraciné dans la vie du quartier. Il s'est constitué un véritable réseau avec les autres acteurs du bio local. Quand 2 passionnés se rencontrent, en bon voisin, Sébastien, le chef cuisinier de la cantine scolaire de Bléré, et Stéphane, l'éleveur, pourraient passer des heures ensemble. C'est l'heure de manger? Ouais, puis l'heure du casse-croûte, et puis elles sont pas sauvages. Hein. Je suis toujours admiratif de son travail et des animaux, quoi. Enfin, on voit que les animaux sont heureux, ça rappelle l'odeur de la campagne. Voilà, non, mais les animaux sont beaux, on sait qu'on donne un produit qualitatif. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien, c'est que du naturel. La ferme des Turbots dispose de son propre laboratoire de transformation et les saucisses qui y sont fabriquées aujourd'hui, c'est une recette créée en commun. On sait où ça va, on sait presque qui va le manger en fait. Que ce soit les collectivités, c'est encore mieux en fait, parce que ça touche plus de monde, surtout c'est dès l'école. Nous retrouvons Sébastien et ses saucisses dans la cuisine de son collège, à Bléré. Avec son équipe, il prépare chaque jour plus de 600 repas. Le défi, servir aux élèves une nourriture toujours plus saine et locale. On a de l'épeautre bio de Touraine, avec topinambour et des petites betteraves, petites tuiles de fromage pour que ce soit joli. On a aussi des lentilles, voilà, bio, de Touraine. Petite salade de pissenlit noix lardon avec un petit œuf. Voilà, mollet fait sur place. Donc voilà, des produits qui sont jolis au visuel et puis qui changent un petit peu des carottes râpées et des tomates, quoi. Pas ou peu de produits emballés, tout est cuisiné maison avec un soin tout particulier accordé à la présentation. Le tout en respectant les coûts d'une cantine classique. C'est énormément de travail, mais on est là pour les enfants. C'est eux qui vont consommer et acheter demain. Donc je pense qu'on a une démarche de donner des bons produits aux enfants pour le plus tard, quoi. Alors vous avez poulet farci maison, matelote de silure, ou alors vous avez les saucisses au pruneau. Tu veux quoi? Le silure? Très bien. Le résultat est exemplaire. 95% des élèves scolarisés restent au déjeuner. Et ne leur dites surtout pas qu'ils mangent à la cantine, ils préfèrent nettement dire qu'ils vont au restaurant scolaire. Elsa est ingénieure agronome de formation. Reconvertie dans le métier de traiteur, elle a gardé de sa vie d'avant son goût immodéré pour les plantes sauvages. Des plantes qu'elle cueille elle-même dans la nature. Ça me permet d'alimenter mes préparations avec des plantes sauvages qui ont des saveurs aromatiques en fait, prononcées, qui agrémentent les plats. Et donc ça se cuisine en entrée, comme en plat, comme en dessert. Donc là, par exemple, vous avez des graines de berce. C'est les dernières, à mon avis, parce qu'on est en fin de saison. Et avec les fruits, je vais pouvoir préparer un gâteau, des cookies que je vais incorporer dans la pâte.
Elsa est un traiteur un peu atypique. Elle recherche, invente, innove, mais toujours avec la même exigence pour la qualité des matières premières. Le lien aux plantes me permet d'énormément créer. Il y a encore beaucoup de choses à trouver et à innover en cuisine végétarienne. Et les plantes sauvages aident beaucoup parce qu'elles sont riches en protéines, parce qu'elles apportent certaines choses. La démarche 100% frais, pas peu de traiteurs longs. Bon, ça a ses inconvénients aussi. Je passe un temps fou aux commandes à aller chercher mes produits. Je ne conçois pas de travailler autrement en fait. C'est un projet territorial et voilà, je veux travailler avec les gens de ce territoire. Je veux travailler avec les produits qui y poussent, donc les plantes sauvages, et aussi les plantes cultivées qui sont de très bonne qualité lorsqu'elles viennent de maraîchers bio, qui sont de plus en plus nombreux en Touraine d'ailleurs. Des producteurs bio et des lieux d'approvisionnement toujours plus nombreux, des consommateurs de plus en plus exigeants, mais pas toujours facile de dégoter les bonnes adresses pour manger bio et local. En Touraine, le guide à table en fait le recensement chaque année. Nous, c'est donner l'obligation de montrer là où on pouvait consommer du bio et local. Donc acheter en marché, en magasin, directement à la ferme, mais aussi consommer dans les restaurants. Voilà. La production d'abord bio et locale a augmenté de manière assez considérable. On est passé à peu près par rapport à notre guide de 171 adresses à 300 adresses pratiquement. Ce qui est important aussi à voir, c'est que la consommation en termes de restauration est aussi en évolution. On a vu ces 5 dernières années fleurir beaucoup de petits restaurants et de restaurants gastronomiques même, utilisant les produits bio et locaux. Et donc ça, c'est une nouveauté aussi, c'est que maintenant, on a un panel de petits restaurants, et même au quotidien, tous les jours, si on veut se restaurer de manière simple et pas trop chère, on peut arriver à trouver assez facilement ça maintenant. On est encore très loin d'une généralisation de ces pratiques vertueuses. Mais l'idée fait petit à petit son chemin. Et si le tout bio et le tout local ne fait pas encore figure de standard, le consommateur, lui, se sent de plus en plus libre de faire ce choix. Rémi, là on est dans le Saint des Saints, là. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est la cuisine. Exactement, c'est de là que tout part et fait vivre un petit peu cet espace, ce domaine. Ouais. Il y a combien de personnes à peu près Nous avons environ une douzaine de personnes en cuisine. Ouais, en cuisine. Alors bon, là c'est calme, il faut l'expliquer parce que c'est la pause. Bah, faut bien se reposer un moment. Absolument. Je voudrais qu'on revienne, Rémi, sur le locavore. Pour expliquer, locavore, c'est manger local. Et vous êtes un adepte parce que depuis 25 ans, vous êtes allé vers ça. J'ai toujours été locavore par le fait, et puis ça prend un peu plus d'emprise maintenant dans la vie des cuisiniers et des particuliers, et c'est une bonne chose puisque ça permet de redéfinir une identité gastronomique du terroir français qui est très variée. Et en plus, j'ai l'impression qu'au niveau de la clientèle, tout restaurateur confondu, quand on dit que le produit il vient d'à côté, ça passe mieux. Ça passe mieux, puis ce qui est important aussi, c'est que le fait d'être locavore, vous avez le contact humain aussi avec le producteur. Et forcément, cet échange qu'il peut y avoir ajoute de l'amour au plat que vous allez réaliser. Bon, je vais vous emmener dans le Berry, Rémi. C'est pas très très loin d'ici, c'est à quelques pas. Si je vous dis truffe. Ah bah, truffe, absolument. Là, les truffes... La mélanosporum, tuber mélanosporum. S'il vous plaît. Alors c'était un produit qui avait disparu, qui était très connu au Moyen-Âge dans le Berry. Et là, en ce moment, maintenant, eh bien, il y a des gens qui s'y remettent aux truffières. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est formidable. C'est formidable. Il y a vraiment une recrudescence de caveurs dans la région qui devient impressionnante. Moi, j'ai quelques fournisseurs qui se sont mis aussi à la truffe, donc il va falloir patienter un petit peu quand même. Ben oui, parce qu'il faut à peu près une dizaine d'années. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Un petit peu moins parfois sur des noisetiers truffiers. Un bon chien.
Ah, un bon chien. Enfin, un bon chien. Hein. Oui. Cochon, il y en a beaucoup moins qu'il y en a eu. Oui, ouais, ça se faisait. Alors justement, hein, dans le Berry, il y a 300 hectares de truffières qui produisent, alors ils n'en vivent pas bien entendu pour l'instant, 250 kilos. Alors, ça doit faire un petit peu d'argent parce que c'est relativement cher quand même la truffe. Tout le monde dit que c'est relativement cher, mais moi je dis que c'est pas cher la truffe. Par rapport à la qualité? Mais il faut tout relativiser. Si vous avez une bonne mandoline à truffe, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre 3 à 5 grammes sur, par exemple, un morceau de bœuf. Mais si votre mandoline est très fine, très bien travaillée, vous allez râper 4-5 grammes de truffe sur votre filet. Et alors, ça va pas faire beaucoup. Dès qu'on en remet de la truffe, tout de suite, pas la cuire. Pas la cuire. Voilà, c'est bien, hein, on prend des notes hein, pendant ce temps-là. Voilà. Et on va repartir donc dans ce beau produit du Moyen-Âge. On dit la truffe, une renaissance berrichonne. C'est un reportage de Juliette Rocher. Regarde, ma doudou. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est bien. Allez. Avoir du nez pour marquer la truffe, Gitane, la chienne de Jean-Marc, est plutôt douée pour trouver le diamant noir. Récolté sur cette parcelle seulement 7 ans après la plantation est plutôt prometteur, d'autant que notre agriculteur céréalier avait misé sur le champignon plutôt par hasard. Je me suis mis à la truffe parce que j'avais cette parcelle qui était difficilement travaillable avec des engins agricoles, suite à la construction d'un hangar. Et j'ai de la famille dans le Limousin et ils sont venus et quand ils ont vu mon sol, ils m'ont dit faut que tu fasses de la truffe. La truffe et le Berry, c'est toute une histoire. Déjà dans l'assiette du duc Jean, le champignon pousse naturellement depuis le Moyen-Âge dans la Champagne berrichonne. Puis au XVIIIe siècle, les paysans se mettent à cultiver la truffe. La truffe ici était intimement liée à la vigne. La vigne, à partir de 1875, a subi le phylloxéra, que certains vignobles, beaucoup de vignobles s'en sont relevés et qu'ici, on n'a pas su le faire, ou on n'a pas pu, c'est pas du tout une accusation. Puis la guerre de 14-18 détruit les truffières et la tradition se perd. Au début du millénaire, une poignée de céréaliers de la région décide de replanter des chênes truffiers. Aujourd'hui, plus de 300 hectares de truffières produisent autour de 250 kilos par an, un chiffre en constante progression. Et là, la truffe. D'Issoudun à Baugy, en passant par Bourges, la zone de production s'étend entre l'Indre et le Cher. Des indices forts pour une filière qui fait désormais partie du paysage berrichon. Ah oui, on est tous très fiers de ça. Si vous voulez, le Berry, en région centre, c'est pas le secteur le plus, prestigieux, etc. Et même économiquement solide. Alors, quand on parvient à recréer quelque chose qui appelle un peu la fête, qui appelle un certain bonheur de vivre, une certaine... Bon, alors on est content de la porter. Ça sent bon, ça, Guillaume. Ça c'est plus joli, ça, oui. Ouais, ça sent bon, ça. Ça, c'est de la bonne, ça. Tiens, Malou, c'est bien. Ah, oui, c'est bien, ça. Ça, c'est la truffe idéale, ça. Pas trop grosse, bien parfumée. Allez, roule. La truffière de Jean-Jacques a 15 ans, et pourtant le diamant noir se fait rare. Une récolte aléatoire qui fait aussi le charme de la culture de ce champignon. Faut rester humble, très humble, et puis sentir un peu les arbres. Puis on voit bien quand ça réagit bien ou quand ça part de travers. Je pense que c'est beaucoup d'observation. Beaucoup. Et puis après, il faut une partie de chance quand même un peu. Il faut que le sol soit à peu près correct et puis Dame Nature fasse son travail. Et dans le cas de la truffe, la nature est plutôt incertaine. Le champignon est sensible aux aléas climatiques et au type de sol. Malgré des années d'expérience, la formation du champignon en sous-sol reste encore un mystère. Il existe 4 types de truffes. La plus commune en France et en Berry, c'est la truffe noire du Périgord, dite Tuber melanosporum. En deuxième position vient la truffe de Bourgogne. Pour réguler la production, l'Institut national de recherche agronomique inocule des plants de chêne vert, de charme et de noisetier avec l'espèce de champignon désiré. Chaque plant est contrôlé au microscope. On est certain que chacun de ces arbres sont bien porteurs de mycorrhize mélano ou un cynatum. C'est certifié, alors que si jamais
On avait des plans qui venaient de je ne sais où, comment on pourrait contrôler? Là, après, ils ne vont pas tous donner, mais parce qu'il y aura d'autres problèmes pendant la croissance du plan. Mais au moins, on est certain qu'ils sont mycorhizés. Du plan à la vente, la filière truffe est très encadrée. La rareté du champignon et sa pousse aléatoire en fait un produit d'exception. Et pour garantir une certaine qualité, chaque truffe est contrôlée en début de marché. C'est ce qu'on appelle le canifage. On a suivi une formation en Touraine avec les contrôleurs de la région centre pour pouvoir différencier les truffes, les différentes espèces de truffes et parmi les espèces, savoir catégoriser les truffes, les différents types de truffes. Les champignons sont triés en fonction de leur qualité. Les contrôleurs coupent la truffe pour observer les veinures, l'aspect de la chair et l'odeur. Elles sont classées en 3 catégories. La meilleure qualité étant la truffe extra au prix forcément le plus élevé, autour de 950 ou 1000 € le kilo. Le marché de Lapan est un des derniers marchés créés en Berry. La vente directe est avant tout un moyen de faire connaître le produit et de rencontrer les clients. Le mieux pour vous, ça serait d'en prendre une un peu de ce style-là, pas trop grosse. Vous allez prendre vos œufs pour faire soit une omelette, soit une brouillade. La brouillade, c'est le meilleur, mais l'omelette, c'est pas mal. Vous mettez votre truffe au milieu de vos œufs, dans un tupperware, dans le bas du frigo, 3-4 jours. 3 jours, c'est même suffisant. Ça va s'infuser. Pour Jean-Jacques et sa truffière qui donne avec parcimonie, présenter sa petite production au marché est déjà une victoire. On annonce plutôt une année assez bonne dans notre secteur. On se dit, j'espère que je vais faire partir du wagon pour me lancer dans la production. Donc oui, ça démarre tout doucement, mais je suis content parce que ce qu'on trouve, c'est assez beau et assez bon au niveau qualité. Donc c'est encourageant. Moi, je crois qu'on a un avenir prometteur pour 2 raisons. C'est qu'on a une grande proportion de nos truffières qui sont jeunes, récentes, donc une production en devenir et qui cette année montre qu'il y a vraiment du potentiel en région centre. Et puis on est aussi la région productrice la plus proche de Paris. Donc les consommateurs, il y en a quand même beaucoup plus à Paris qu'ailleurs. Et donc c'est très favorable pour la trufficulture en région centre. Une filière berrichonne en expansion. Pour preuve, il existe désormais 4 marchés aux truffes dans l'Indre et le Cher. Le pionnier en la matière, le marché d'Issoudun célèbre sa 15e édition avec toujours autant de succès. Ici, les clients viennent déguster, acheter ou même découvrir le fameux diamant noir du Berry. Elle sent le luxe. Elle sent, ça sent un peu la noisette. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'il y avait des trucs dans le Berry au départ. C'est une révélation, la truffe du Berry, je ne connaissais pas, comme beaucoup de produits d'ailleurs que je découvre dans le Berry. Donc une très très jolie surprise. Un produit encore très peu connu, même chez les berrichons. Pourtant, en 2001, 30 kilos étaient récoltés. Aujourd'hui, près de 300 kilos de truffes sont vendus. Et c'est sans compter les jeunes agriculteurs qui continuent à planter ou à entrer en production. La filière berrichonne commence à compter dans le paysage de la truffe française, une culture de la truffe qui reste cependant une pratique amateur. Ça reste une diversification. Globalement, 80% de nos adhérents sont des agriculteurs, céréaliers pour une grande partie, et qui ont 2-3 hectares de truffiers pour diversifier un petit peu. Il n'y a pas à ce jour de producteurs qui vivent de ça. Le cavage ne se fait pas sans aide. Impossible de trouver le champignon sans le flair du plus fidèle des compagnons. Gypsy a l'étoffe d'une championne, elle participe même au concours de cavage et vient de se qualifier pour les championnats de France. Un beau parcours qui a forcément nécessité un peu de dressage. Un apprentissage délicat et précis où la patience est de rigueur. Elle cherche. Lily est une jeune teckel en formation. Elle reprend le travail commencé il y a 1 an et visiblement la jeune chienne est plutôt dissipée. Cherche. Voilà, ça c'est bien. Et on récompense tout de suite. Parce que le chien, en fait, il faut qu'il associe la récompense au geste. Si on lui laisse 3 ou 4 secondes de réflexion, il a le temps de penser à autre chose. Et il ne sait plus qu'il a été récompensé pour avoir marqué l'emplacement de la truffe. Mais si un papillon s'envole, il dit tiens, j'ai été récompensé parce que j'ai vu un papillon s'envoler. Donc là, en récompensant dès qu'il marque, ça lui permet de renforcer le geste.
Oui, oui c'est bien. Oui, t'as bien travaillé. Le chien va travailler par amour pour son maître. Un chien de chasse, il va chasser par instinct. Son maître, ça peut être secondaire. Alors que la truffe, ça n'a strictement aucun intérêt pour le chien. C'est le seul intérêt qu'il a, c'est de faire plaisir à son maître. Donc avant, il faut avoir établi une bonne complicité. Et puis c'est au tour du maître de prendre la main. Ah bah ça se fait pas en... Ça c'est comme les truffes, ça se fait pas en quelques jours. Hein. Regarde Lily, regarde là. Tu vois? Allez, cherche, dépêche-toi. En moyenne, un chien met 1 an à acquérir les bons réflexes. Cherche la truffe là, allez, cherche Lily. À Lapan, Jean Borello taille ses arbres truffiers, l'occasion de faire un bilan en fin de saison. Clairement, jusqu'à maintenant, quand on avait ramassé 200-250 kilos pour les 2 départements par an, on trouvait que c'était bien. Cette année, on a dû multiplier au moins par 2, voire par 3, ce qui fait qu'on commence à se dire qu'il y a peut-être un avenir à une filière truffe. C'est-à-dire filière truffe, c'est-à-dire plantation, c'est-à-dire organisation de marché, c'est prospection auprès des restaurateurs d'un certain nombre d'acheteurs potentiels. Pour la première fois cette année, on a vu un courtier venir nous voir en disant vous nous intéressez parce qu'il n'y a pas de truffes dans la vallée du Rhône, vous en avez, donc on vient vous voir. On ne peut pas dire que, bon, on est obligé de reconnaître que ça fait plaisir. Une année exceptionnelle pour la truffe du Berry, qui marque un tournant dans l'histoire du champignon en Champagne-Berrichonne. Malgré tout, la filière locale est encore bien loin des 8 tonnes de production de la Dordogne et de ses 1600 trufficulteurs. On retrouve Jean-Marc, notre jeune trufficulteur en production. Le fruit de son travail, il le vend directement à un petit restaurant du Subdray, le circuit court pour faire connaître son produit. Bon, t'es en plein boulot? Je t'attendais. Ouais, bon, nickel. Bon alors, tu fais quoi de beau avec nos truffes? Oh, bah là, je vais préparer des petites courges boules d'or. D'accord. Je vais faire avec des œufs pochés. Et la vente directe, c'est aussi un avantage pour le restaurateur. On n'aurait pas la qualité, la senteur, la texture, on perd en qualité au bout d'une semaine, ça dessèche. Voilà, il y a plein de méthodes pour les conserver, dans du riz, dans de l'alcool. Mais le mieux, c'est la fraîcheur. C'est ça ce qui rend le côté intact au produit. Donc là, maintenant, on va la râper dans notre œuf. Le chef cuisinier travaille le champignon depuis 1 an. Pour ce produit d'exception, il a fallu innover tout en respectant une certaine méthode. La règle importante, c'est surtout donc de l'éplucher, donc de conserver cette peau pour en faire une huile ou un jus de viande ou de poisson pour parfumer. Donc ensuite, la matière, vraiment le cœur, on va l'utiliser en lamelles ou râpé sur un plat cru, donc pour apporter tout son arôme. De la terre à l'assiette, le diamant noir compte désormais dans l'économie berrichonne. Pourtant, il faut être patient quand on se lance dans le domaine. En moyenne, une truffière met 10 ans avant de produire le fameux champignon. Une truffière, c'est transmissible. Donc c'est des choses qu'on peut passer à nos enfants, qu'on peut... Il y a plein de choses autour de ça. Bon, ça paraît, enfin, comment je vais vous dire, c'est plus vrai qu'un hectare de blé, quoi. C'est une chose qu'on travaille à long terme, qui oui, peut être transmis, et il y a tout un savoir derrière à transmettre aussi. Donc c'est un ensemble, et je trouve la démarche intéressante. La truffe revient sur les terres berrichonnes après des siècles d'oubli. Une renaissance qui inscrit cette filière dans l'avenir. La ténacité des quelques irréductibles passionnés semble aujourd'hui porter ses fruits. Bon, alors, là, je prends une... Là, ici, oui, là, voilà, tout à fait. Ça, dans ce sens-là, c'est joli. Oui, ah, oui, c'est plus joli ce côté nervuré, absolument. Je suis maladroit, mais alors... Non, mais c'est parfait. Bien, hein, comme ça. Parfait, un vrai chef. Bon, alors, ensuite. Un vrai chef. Ensuite, donc, vous râpez. Je préfère vous laisser faire, hein, parce que ça... voyez, ouais. Je mets... Préparer une assiette. Un L'art petit de peu préparer une assiette avant de la servir. d'huile d'olive. Voilà. Un petit peu de fleur de sel qui va venir relever
l'ensemble et donner une texture. Alors attendez. Voilà. Très très peu, mais un petit peu sur tout l'ensemble. Hein. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, pas trop, partout. Ah, voilà, pas trop. comme ça. Voilà, c'est parfait. bien. Bon. Parfait. Eh bien, maintenant, passons aux choses sérieuses. Hein. On va les porter À en table. salle, à On est table. parti. Allez, on y va. Hop. Hop, hop. Vous allez vous mettre à table, chef. Hein. Absolument. L'expression, Je vais me mettre à table. Bien connue. On a parlé de truffe, là, c'est bien cette expérience qu'il y a, là, de relancer la truffe dans le Berry. Alors justement, quand on parle de terroir, quand on parle de vie de tous les jours, est-ce que s'intéresser à ce que l'on mange, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, enfin, je dirais pas politiquement, bien sûr, mais ce qui se passe sur la planète? Mais je pense que de plus en plus, maintenant, les gens essayent de comprendre, peut-être à une époque, non, mais maintenant, les gens essayent de comprendre ce qu'ils mangent, l'origine du produit, l'origine, les bienfaits pour l'organisme aussi, ils sont très attachés à cela, et les bienfaits aussi, et surtout la préservation de notre planète, et c'est quelque chose qui, on le voit bien dans les médias de plus en plus, tous les jours on vous parle de cela, les nouvelles façons de se nourrir, les nouvelles façons de produire, donc c'est quelque chose qui est très prégnant maintenant. Et puis les deux grandes tendances, et vous le dites, les nouvelles façons de penser les choses, c'est ce bio, et qui entraîne automatiquement en plus le circuit court. Le circuit court. Inséparable les deux. Inséparable, les circuits courts qui sont aussi des bienfaits pour notre environnement également. Aussi faire des marqueurs régionaux, une identité régionale gastronomique qui est vraiment l'essentiel, je pense, maintenant. Et alors, on est quand même bien servi dans la région, hein, au niveau des marqueurs régionaux. Nous avons beaucoup de beaux produits. On a ce qu'il faut. On va parler d'un qui n'est pas forcément un marqueur régional, c'est le caviar. Vous en avez à votre carte, hein, je crois. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Alors, si je vous emmène du côté des étangs de Sologne, et que je vous dis que l'esturgeon, qui est en voie de disparition, hein, enfin en sauvage, maintenant, c'est de l'élevage. C'est de l'élevage, Du absolument. côté de la Sologne, il y a des pisciculteurs qui se remettent au caviar. Exactement. Il est réputé sur les tables des plus grands chefs. Mais on parle du monde entier, là. Moi, je me souviens avoir goûté le caviar de Sologne à ses tout débuts, où je retrouvais des flaveurs un petit peu limoneuses. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le caviar de Sologne, de la Maison Incar, est un caviar extraordinaire. On se régale de ce caviar. Et un caviar pas trop non plus, pas trop salé, puisque aussi c'est des tendances qu'il faut, au niveau de l'organisme, de la santé, qu'il faut prendre en compte. Ah, c'est extraordinaire, parce que c'est exactement ce que l'on va voir dans le reportage. On va commencer à manger, et puis on va aller du côté de la Sologne, hein, d'un côté de la Sologne, voir justement ce caviar d'esturgeon. Et c'est un très très beau reportage. Vous allez apprendre des tas de choses, une partie des choses de ce qu'il vient de dire d'ailleurs, de Corinne Bianrosa et de Pierre-Dominique Lepé. Bon appétit. Merci. Il est considéré comme l'un des mets les plus raffinés du monde. Prisé par les tsars de Russie et les rois, le caviar est toujours synonyme de luxe. Après des siècles de surpêche, l'esturgeon qui donne les œufs de caviar provient presque exclusivement des élevages. Et c'est au cœur de la Sologne que l'on produit aujourd'hui l'un des meilleurs caviars. Dans la famille de Vincent Hencar, on est pisciculteur de père en fils depuis le XVIe siècle. Mais dans les étangs qu'il gère avec sa sœur Patricia, pas de carpe ni de brochet. Chaque semaine, entre septembre et mai, on pêche l'esturgeon. Le nombre de poissons est connu dans le bassin. Et donc, la notion de bonne pêche, elle intervient plus au mois de septembre, octobre, quand on fait la sélection pour trouver les femelles qui sont matures, parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément les mêmes pourcentages. Donc là, on a des petites surprises, il y a quand même du suspense. On ne sait pas comment elles ont grossi, le nombre de femelles qui seront matures. À chaque bassin, on a une petite surprise. En Sologne, ces poissons préhistoriques vivent dans des conditions proches de leur biotope naturel, avec une concentration 10 fois inférieure aux autres élevages. On a des poissons qui nagent, qui consomment aussi de la nourriture naturelle parce qu'ils se recréent un écosystème. Ce sont des bassins en terre peu chargés et on ajoute des poissons d'ailleurs pour équilibrer le milieu.
Donc il se recrée tout un système de poissons fouisseurs, c'est l'esturgeon, des petits poissons planctonophages, des carnassiers. Et donc c'est une vie différente pour le poisson et on en a le résultat à la fin, on a un produit qui est différent. Dans le grand filet de nylon, les esturgeons sont plutôt calmes. Ce sont des béhéries, l'une des 27 espèces recensées. Là, on poche le filet, donc on emprisonne complètement les poissons et là, on va pouvoir commencer à les prélever. C'est des poissons qui sont rigides, donc on n'utilise pas d'épuisette, on les prend à la main. Vincent pratique une échographie sur chaque femelle pour évaluer la taille des œufs. Donc là, c'est la maturité du poisson. Là, on voit bien les œufs. Des œufs de gros diamètre. C'est bon. Retour à la ferme piscicole, où les femelles esturgeons resteront près de 3 semaines en bassin. Alors ici, il ne se passe plus grand-chose. En fait, elles sont au calme, elles mangent très peu, elles sont dans de l'eau claire. C'est circuit d'affinage. Donc en fait, elles vont passer tout ce temps-là pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de goût parasite provenu du milieu d'élevage qui viennent donc gâcher le goût du caviar. « 80% de la production de caviar de Sologne arrive ici, dans les laboratoires de la Maison Nordique à Gennevilliers. Chaque boîte est scrutée et goûtée par Simone, une experte depuis 30 ans. J'ai connu la belle époque du caviar iranien, avec toutes ces différences de couleurs, toutes ces variantes au niveau de la saveur. Et quand nous avons découvert le caviar de Sologne, j'avais eu une mauvaise expérience sur du caviar d'élevage et je me suis dit, oh, c'est un énième caviar d'élevage avec tout le côté péjoratif que j'avais en mémoire. Et lorsqu'on a goûté ce caviar, on s'est regardé et on s'est dit, mais ça nous rappelle les belles années du caviar iranien. Celui-ci, au niveau de la couleur, serait vraiment parfait pour le Bristol. Monsieur Éric Fréchon adore le caviar quand il est très clair. Maintenant, il me reste à le déguster pour savoir si la couleur est en raccord avec la saveur. C'est absolument fabuleux. Il éclate complètement en bouche. Et toujours cette saveur de noix-noisette qui apparaît. Bien que ce soit un caviar qui soit extrêmement frais, il a déjà toutes ses caractéristiques de base. Ce caviar est réservé aux plus grands chefs étoilés. D'autres boîtes partiront vers l'Asie et les États-Unis et pour la boutique-restaurant de la Maison Nordique à Paris. Un écrin de luxe pour ce produit exceptionnel qui nécessite une bonne pédagogie, particulièrement sur le mode de conservation. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'une boîte de caviar conditionné, si elle reste longtemps dans le frigo, malheureusement, plus ça vieillit très très mal, et c'est pas le but. Donc nous, à travers le procédé donc, de la production à la mise en vente, on réduit tout ça et on offre une possibilité à ses clients d'avoir une autre expérience. Un mets qui reste cher. Selon la variété d'esturgeon, le caviar de Sologne coûte ici entre 2000 et 2800 € le kilo. Retour à Saint-Viâtre, au cœur de la Sologne, dans l'élevage d'esturgeons de la famille Encar. Près de 20% de la production est vendue en direct aux particuliers et à quelques épiceries locales, comme la Vinitech à Orléans. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va ? Ça va. On a eu très rapidement des personnes qui sont venues spontanément et donc
Même éloigné de tout comme ici, on s'est dit que c'était une très bonne idée. Voilà. Et puis, en fait, les clients aiment bien voir où le caviar est produit, avoir un contact direct. 18,30 les factures. Frédéric et Dominique Sec, les propriétaires de cette épicerie fine, ont pris l'habitude de faire régulièrement le trajet jusqu'à la pisciculture solognote. Beaucoup de gens, quand ils voient caviar de Sologne, ils se disent mais c'est quoi comme caviar? Ils n'imaginent pas que ça puisse être du caviar d'esturgeon. Pour eux, à Saint-Viâtre, en Sologne, ils sont surpris. Ils sont vraiment surpris. Raconter l'histoire du caviar aux clients, une recette qui marche aussi en province. Ça fonctionne très bien et on se rend compte tous les ans, tout doucement, ça prend. Et là, on espère en fin d'année. Battre les records. Introduire l'esturgeon en Sologne était un pari fou il y a 10 ans. La production est passée d'une centaine de kilos par an à près de 3 tonnes aujourd'hui. Nous, en Sologne, quand on est parti de l'esturgeon sibérien, qui paraissait finalement assez adapté en termes de climat et puis même de biotope en général, c'est ce qui s'est révélé vrai, quoi. On a une similitude en fait avec la région d'où il vient, la Sibérie. Pas bien sûr, on n'a pas un climat aussi prononcé, mais il y a des écarts de température qui sont à peu près identiques à ce qu'on a. Et puis, c'est un poisson qui vit dans des rivières assez sablonneuses, avec des landes autour. Donc, bon, il n'y avait pas de raison avec le recul que ça ne fonctionne pas. Après avoir été assommés, les poissons dont les œufs sont arrivés à maturité sont transférés à l'atelier de production. C'est là que se fait le prélèvement des rogues, le nom des poches qui entourent les œufs d'esturgeon. Et la qualité s'apprécie au premier coup d'œil. Déjà, rien que l'aspect du poisson peut nous dire que c'est plutôt une belle femelle. Et ensuite, dès qu'on ouvre, dès qu'on aperçoit donc les œufs, on voit que là, comme là par exemple, c'est un très beau produit. Le poisson sera transformé dans une usine du Berry. Les œufs, quant à eux, vont subir quelques opérations pour devenir du caviar. Ici, on se retrouve dans une atmosphère à 4 degrés avec de l'air sous pression de manière à ce qu'on n'ait aucune contamination possible. La première étape consiste à passer sur le tamis la roque. Donc il faut égrener les œufs lentement sur le tamis de façon à ne pas les abîmer et à séparer tous les petits tissus qui les entourent. Après, on récupère donc les œufs purs, c'est ce que vous voyez sur les petits paniers là-bas qui sont en train de s'égoutter, pour ajouter donc le sel et de manière à, cette fois-là, passer à la réalisation du caviar. Tant qu'on n'a pas salé, on est encore dans de l'œuf et là, on passe au caviar. Donc, entre le moment où la femelle est abattue et le moment où son caviar est mis dans une boîte, il se passe à peu près 45 minutes. Et il faut attendre entre 7 et 8 ans pour récolter les œufs, l'âge où chaque poisson donnera en moyenne 1,5 kg de caviar. Tout le caviar qui est mis dans ces grosses boîtes bleues, 48 heures après, on peut à nouveau le remettre dans des grammages plus petits ou le laisser maturer un temps qui peut aller jusqu'à plusieurs mois. Parce que le caviar évolue, donc on a un caviar jaune qui est beurré, noiseté au départ. Et puis ensuite, tout en vieillissant, il devient un petit peu plus fort, un peu plus salé, plus iodé. En quelques années, le caviar de Sologne s'est imposé comme l'un des meilleurs, avec le concours des plus grandes toques. Les grands chefs, c'est important parce que c'est la reconnaissance de gens dont on ne peut pas mettre en doute la qualité de leur goût. Et là quand des gens comme ça vous font des compliments, on ne peut pas rêver mieux. Des produits locaux d'exception, c'est ce que recherche Christophe Hay, le talentueux chef de la maison d'à côté, près de Chambord. Le caviar de Sologne est mis en valeur dans cette recette avec radis et mousse de fan. Et voilà. Donc là, voilà, on a ce caviar avec toutes ces petites préparations sur le radis. L'idée, c'est de pas dénaturer le caviar. Il faut vraiment qu'on ait cette sensation qu'on le mange et qu'au fur et à mesure, on vienne chercher la fraîcheur du radis, un tout petit peu piquant, légèrement, et donc toute la fraîcheur et tout le côté onctueux par rapport à cette crème de fan de radis. Des plats qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses,
Mais le caviar d'élevage a permis une relative démocratisation du produit. On n'a plus ou très peu de caviar sauvage. Et donc, il y a plus ces tarifs qui atteignaient des prix entre 3 et 5 000 euros, hein, quand même, au kilo. Aujourd'hui, nous, on a vraiment réduit complètement ces tarifs, et ce qui nous permet, en tous les cas, justement, de le faire découvrir et de permettre à tout le monde de pouvoir s'en acheter une petite boîte et de le partager. Le caviar reste un produit de luxe. Mais pour Vincent Hennequart, l'essentiel est ailleurs, dans la fierté d'avoir pérennisé une entreprise familiale. On est content d'avoir traversé une phase de reconversion, hein, parce qu'on était une entreprise donc, qui était surtout orientée sur la polyculture extensive, qui est une activité qui peine, et on a réussi sans heurts, sans trop qu'il y ait de drame chez nous, hein, donc à se reconvertir avec bonheur avec le caviar. Connue pour ses grands territoires de chasse, la Sologne est en train de se forger une renommée dans le cercle fermé des amateurs de caviar et abrite désormais, à côté des cervidés et des sangliers, un autre animal emblématique, l'esturgeon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Si vous voulez la revoir, cette émission, c'est simple, vous allez sur notre site internet cvdl.france3.fr. Rémi, merci d'avoir été notre invité, notre fil rouge. Merci de votre passion pour la gastronomie et puis tous ces conseils, ces idées que vous nous avez données. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Parce qu'on va rester là, on est bien. Hein. On fait une partie d'échecs où je vous parle de ma confiture de quoi? Je serais peut-être plutôt curieux de connaître la recette de votre confiture de coin. Ah ben voilà quelqu'un qui s'intéresse.